Bienvenue, mesdames et messieurs. Cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir notre ministre, Mme Francine Charbonneau. Je vous remercie beaucoup. Je sais que vous êtes une dame très occupée. Alors, mais vous êtes tellement impliquée avec nos aînés à Laval. Je vous vois partout, puis j'apprécie que vous êtes toujours là quand on a besoin de vous. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle, c'est sûr, de nos aînés, parce que notre organisme, c'est les aînés. Alors, j'ai pensé poser quelques questions en rapport avec ça, qui vont les éclairer sur certaines choses depuis que vous êtes en poste. Alors, ça fait bientôt 1 an. Comment a été votre intégration depuis cette dernière année? En premier lieu, je vous dirais bonjour. Bien, bonjour, c'est ça, c'est ça. Je vous dirais que l'intégration a quand même bien été. On se rappellera que le titre ne se limite pas à ministre responsable des aînés. On a le ministère de la Famille, un nouveau ministère qui s'implante tranquillement, qui s'appelle la lutte contre l'intimidation et ministre responsable de Laval. Donc, l'ensemble du rôle dans tout ce que j'ai à faire, je vous dirais que c'est une très bonne gestion d'organisation, d'agenda. Un coup on a compris comment gérer son agenda, ça va bien. C'est une question de structurer tout ça puis de mettre tout ça en place, c'est vrai. Est-ce que vous avez eu le temps de faire quand même le tour? Parce que j'imagine que c'est beaucoup de dossiers. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder tout ça puis d'analyser, d'avoir le temps de structurer exactement de la façon que vous vouliez aller? On a fait un premier tour de roue, un grand tour de roue. On a rencontré l'ensemble des organismes, soit au Bureau de Québec, Bureau de Montréal ou même au Bureau de comté, puisqu'il y a des organismes qui se sont déplacés jusqu'à nous, à Laval, ce qui me permet de rester un peu dans le comté, ce qui fait beaucoup de bien. Mais on a fait pas mal le tour de tous les organismes. Donc, ça va des organismes qui sont attachés au gouvernement, comme les partenaires qu'on appelle non gouvernementaux, donc la FADOC, les tables de concertation pour les aînés, les différents regroupements pour personnes aînées. On a aussi un organisme qui s'appelle l'Appui, qui donne des services par rapport aux proches aidants. Au niveau de nos aînés, c'est très important. Donc, chacun de ces organismes a été vu, a été consulté, rencontré du moins une première fois pour après ça pouvoir continuer à travailler ensemble sur les différents projets qu'on a pour l'avenir, pour nos aînés au Québec. OK, parfait. Alors, la collaboration, ça va comment avec tous ces partenaires-là? Vous avez une bonne collaboration, j'imagine? Oui, bien, on a tous la même volonté, c'est de voir un meilleur service à nos aînés. Parler d'isolement, parler d'aînés actifs, parce qu'on a des aînés qui font un travail exceptionnel, qui sont toujours sur le marché. Donc, ces organismes-là nous sensibilisent, nous, et nous, on les sensibilise aussi dans la volonté et dans les partenariats possibles. Donc, ça va super bien de ce côté-là. OK. Alors, il y a aussi vos collègues, les ministres, qui sont aussi sensibles, eux aussi, à la réalité de nos aînés. Alors, comment vous gérez ça, les décisions qui sont prises au gouvernement là, face à tout ce qui se passe là? Est-ce qu'ils sont impliqués avec vous? Nécessairement, vous avez compris que le ministère, ce que nous, on appelle le secrétariat des aînés, qui peut aussi s'appeler le ministère des aînés, c'est pas un ministère qui est très silo. On peut pas dire que c'est qu'un seul sujet dans un seul endroit. C'est vraiment un sujet qui est très linéaire. Donc, la santé, les services sociaux, la justice, la protection des citoyens. On s'est parlé un peu plus tôt du curateur public. Donc, tous ces gens-là sont sensibilisés et c'est mon travail à moi d'aller cogner à chacune de ces portes pour s'assurer que toute décision qu'on prend n'a peu ou pas d'impact sur la clientèle que je représente, c'est-à-dire les aînés. OK, parfait. Alors, comme on disait tantôt, ça fait déjà 1 an que vous êtes en poste. Est-ce que vous avez mis en place... qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour les aînés? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Plusieurs mesures ont été mises en place, mais on est surtout en poursuite des travaux. Il y a une politique hyper importante qui découle du ministère qui s'appelle VVE. On le dit avec affection, mais c'est vivre et vieillir chez soi, dans sa communauté, au Québec. 70 mesures qui passent par 13 ministères. Donc, on est en poursuite. La décision qu'on a prise pour cette politique, très précisément, c'est de la poursuivre jusqu'en 2017. Pourquoi? Bien, dans une volonté de pouvoir peut-être la prolonger par après, lui donner un deuxième souffle à partir de 2017 avec des mesures qu'on pourrait retirer parce qu'ils sont complétés dans un premier temps, mais en rajouter pour s'assurer qu'elles ressemblent vraiment au quotidien de nos aînés dans leur résidence, dans leur façon de faire. Donc, notre volonté de poursuivre de ce côté-là. On a aussi un projet que vous avez sûrement entendu parler qui s'appelle MADA, Municipalité Amis des aînés. On a en ce moment 87 de nos municipalités qui sont MADA.
la Ville de Laval a été reçue en 2014 pour le principe. Donc, MADA, c'est des projets qui sont faits pour les aînés, mais par les aînés. Ça se découle dans différentes mesures, mais on voit vraiment stratégiquement dans chacune des municipalités qui se sont donné ce principe-là et qui ont été reconnues, des applications et des programmes qui se mettent en place pour nos aînés. Je dis tout le temps un exemple fort simple, hein? Un banc qui est situé de façon très stratégique entre 2 arrêts. Pourquoi? Bien parce que quand je marche d'un arrêt à l'autre, ça se peut que la fatigue arrive, que ce soit pour une personne aînée, et souvent, ça peut être aussi pour une maman qui est avec un bambin. Donc, le banc devient élémentaire, mais la Ville le met en place parce qu'il y a des aînés qui ont soulevé la problématique, qui ont dit qu'il faudrait peut-être le mettre en place. La même chose s'impose avec l'autre aspect, c'est-à-dire qu'il y a MADA, mais il y a aussi CADA. On aime ça, les acronymes. On est fou de ça. Alors, c'est Québec Amis des aînés. Et là, ce sont des mesures qui se découlent de façon plus nationale. Donc, des règles et des volontés qui se mettent en place de façon nationale, qui fait en sorte qu'une mesure vient aider l'autre. Et là, tout à coup, au niveau des municipalités, on a un coup de main qui se met en place. On a différentes mesures qui ont été mises en place pour la sécurité de nos aînés. On a aussi une ligne abus aînés qui a été mise en fonction. Et à chaque année, on fait un bilan de cette ligne pour s'assurer que les suivis sont faits correctement. Ce que ça fait, la ligne abus aînés, hein, ça nous assure que des histoires un peu tristes, un peu soucieuses chez nos aînés, viennent faire des histoires qui se finissent bien. Et l'appui et l'aide qui est mis en place pour la personne qui a placé l'appel, que ce soit un proche aidant ou la personne aînée elle-même, s'assure que les professionnels peuvent faire en sorte que nos gens se retrouvent dans Il y a un bon suivi qui se fait. Et comme je vous dis, les histoires se terminent mieux que dans une histoire qui peut être vraiment désastreuse. Donc, on a vu des gens qui ont subi de la fraude, de la maltraitance. Donc, on s'assure avec le programme du téléphone abus aîné de faire en sorte qu'on puisse donner l'aide ponctuelle que la personne a besoin. Alors, il se décline plusieurs mesures comme ça. La semaine passée, j'ai eu le privilège de rencontrer les 6 personnes responsables de nos maisons des grands-parents à qui on attribue une somme très privilégiée pour s'assurer qu'il y a un suivi qui est fait et des activités qui sont mises en place. À Laval, on fait partie des régions qui en a une. Donc, une maison des grands-parents qui fait en sorte que on a des activités qui se font, on a des suivis qui se font. Souvent, il y a des petits gestes qui partent de la maison des grands-parents, mais qui fait en sorte que nos gens sont en lien et en relation avec d'autres. Donc, plusieurs petits gestes qui peuvent sembler ne pas être de grosses mesures très journalistiques et très fralala dans les médias, mais qui fait en sorte que nos aînés ont des services dans leur localité où ils sont. Et ça fait une meilleure société. Puis moi, je trouve qu'à Laval, au niveau communautaire, moi, je trouve qu'on a vraiment un ensemble extraordinaire parce que nous, à Laval, en tant qu'organisme, on peut régler des cas très vite, que ce soit avec l'Agence de santé et services sociaux, les services sociaux, la police, l'urgence sociale, habituellement, que ce soit des cas de fraude, les banques, Moi, je trouve ça extraordinaire, en tant qu'intervenante aussi, là, parce que je fais des cas, comment vite on peut régler des cas. Parce que la crédibilité, on est impliqué partout aussi, parce que moi, je trouve que les organismes, on est souvent dans les mêmes réunions, on se voit partout. Tout à fait. Alors, c'est ce qui fait qu'on peut développer cette complicité-là, qui fait que les structures qui sont très lourdes, des fois, on peut alléger ça parce qu'on est tous dans le même portrait puis qu'on peut atteindre nos objectifs d'aider nos aînés. Tout à fait. Fait que ça, c'est très important. Puis moi, je trouve que c'est extraordinaire comment on peut régler des problèmes vite parce que de la maltraitance, des abus, que ce soit au niveau du logement ou quoi que ce soit, nos aînés sont tellement vulnérables, puis il faut qu'on soit là pour les aider assez vite. Puis moi, je trouve qu'à Laval, c'est super pour ça. On ne peut pas demander mieux que ce qu'on a là, finalement. Non. C'est vraiment Mais vous savez, le premier constat que j'ai fait quand je suis arrivée au ministère, c'est de définir c'est quoi être un aîné. Parce que j'ai des aînés qui m'ont dit... On n'est pas vulnérable, on est autonome, on a notre place à prendre, on veut avoir des services. Et je trouvais un peu amusant au début de cette rencontre-ci parce qu'on se connaît. On se connaît parce qu'on s'est vu, on s'est parlé de certains soucis qu'on a pour la communauté qu'on représente à Laval. Et Dira Laval est un organisme qui fait un travail extraordinaire parce qu'on est soucieux de la clientèle qu'on représente. Mais plusieurs aînés m'ont dit, vous savez, Mme Charbonneau,
On n'est pas si vulnérable que ça. On est capable de s'occuper de notre monde. D'ailleurs, un des organismes qui survit et qui est extraordinaire, les Popotes roulantes à Laval. Oui. C'est un organisme qui est fait par les aînés et pour les aînés. Et à chaque année, je me fais plaisir, puis je fais une livraison avec chacune des 3 popotes que j'ai dans mon comté, à Mille-Îles, et je me fais un plaisir fou à faire le covoiturage avec les gens qui vont livrer, mais à aller rencontrer les gens, chacun chez eux, qui sont des gens qui reçoivent les services. Et si on n'avait pas les personnes à la retraite, dites aînées, bien, on n'aurait pas de popote roulante à la Non, c'est sûr. Donc, non. on a des gens qui sont très actifs et je vous dirais que c'est un plaisir de savoir qu'ils sont intégrés dans le quotidien parce qu'ils donnent des services aux gens qu'ils représentent. Exactement. J'aimerais savoir plus précisément qu'est-ce que votre gouvernement fait présentement pour aider nos aînés ici à Laval. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se fait, qui est en train de se travailler? Ou... Et plusieurs choses se sont faites. Je vous parlais un petit peu plus tôt de la Maison des grands-parents. Donc, on a donné un 45 000 pour l'année en cours pour s'assurer des suivis qu'ils font auprès de nos aînés. Il y a eu la reconnaissance au niveau de la ville pour MADA, qui fait en sorte qu'on a attribué 137 000 pour les aménagements et la possibilité des aménagements qu'ils ont, puisque c'est la ville, on laisse l'autonomie à la ville de faire ça avec son regroupement et sa concertation des personnes aînées. Mais il y a aussi l'appui à Laval, qu'on suit de très, très proche, que vous devez connaître nécessairement. Oui, on a travaillé avec eux, d'ailleurs. Exactement, parce que l'appui, c'est vraiment les proches aidants. Et on a découvert que malgré le fait qu'on a des proches aidants qui sont plus jeunes, la plupart de nos proches aidants sont un conjoint, un homme ou une femme qui fait le suivi auprès d'un conjoint qui est malade, et vous savez, dans le comté de Mille-Îles, j'en profite pour le dire un peu, mais on a aussi la maison de soins palliatifs qui fait en sorte qu'on retrouve là des gens qui font des aidants naturels du quotidien. Donc, un suivi auprès de nos aidants naturels. Il y a aussi le rendez-vous des aînés, qui est un centre communautaire où là aussi, il se passe énormément de choses et où il faut faire des suivis, s'assurer que tout fonctionne bien, mais en même temps, s'assurer qu'on peut contribuer au fonctionnement de cet endroit-là. Parce que encore une fois, plus on sort nos gens de l'isolement, plus on est capable de faire en sorte que les gens se parlent et se rencontrent, plus on a des aînés actifs, je vous dirais, à la rigueur, plus on a de bénévoles, puisque ce sont eux qui font le plus de bénévolat, plus on a une ville en vie qui prend sa responsabilité puis qui fait ses choses. Donc, dans le concret, le rôle du gouvernement cette année a été vraiment d'appuyer l'ensemble des mesures qui ont été mises en place et de faire le suivi à quelques mesures près budgétaires pour s'assurer que les suivis se font correctement dans chacune des endroits qui donnent des services. Maintenant, ça n'empêche pas les personnes aînées d'avoir des idées puis avoir des plans. Et ça sort souvent de nos regroupements de personnes aînées qui ont le goût de faire des voyages, ils ont le goût de faire des activités, ils ont le goût d'inventer des choses. Et c'est là où le suivi, autant de la députée que je suis, mais de la ministre des Aînés aussi, est fait pour s'assurer qu'on peut leur insuffler un peu d'énergie pour qu'ils puissent contribuer. Exact. Puis, comme on disait aussi, d'ici 2035, je crois que les gens, ça va doubler d'ici 2035, les gens de 65 ans et plus à Laval. Alors, ce qui est de plus en plus important de continuer à faire ce qu'on fait et puis de maintenir cette structure-là et puis de sortir les projets comme MADA, CADA aussi, qui va être très important. Puis j'imagine que le plan d'action est sur plusieurs années aussi. Hein? Tout à fait. Alors, il va falloir continuer à toujours travailler là-dessus parce que les besoins changent aussi d'année en année. Alors, on va aller à une pause et puis on va être de retour dans quelques instants. Merci. Alors, nous sommes de retour. Alors, Madame Charbonneau, les prochaines questions, j'aimerais qu'on parle lors de la campagne électorale. Vous avez eu des engagements. Et puis, j'aimerais savoir vos réalisations suite à cette campagne que vous avez faite. C'est une bonne question parce que plusieurs gens, après un an, on se demande qu'est-ce qui a été avancé, qu'est-ce qui n'a pas été avancé. Vous savez, le premier ministre s'est engagé en me donnant les différents rôles qu'il m'a offerts, le projet de la lutte contre l'intimidation. Et à ça, dans les 100 premiers jours, un engagement qui disait qu'on était pour faire quelque chose par rapport à ça. Alors, on a annoncé dans les 100 premiers jours la tenue d'un forum qu'on a fait à Québec, où on a demandé à 200 intervenants, qui étaient triés sur le volet, j'avoue, puisqu'on voulait aller vraiment chercher des gens de tout acabit. Donc, de la petite enfance jusqu'aux
qu'aux personnes aînées pour pouvoir parler de ce fléau qui existe dans notre société. Comment faire en sorte qu'on puisse le regarder, l'étudier, puis s'y attarder avec beaucoup d'attention. Et je vous en parle maintenant, même si on parle des aînés, parce qu'on s'y est rendu jusque-là. Oui. Et souvent, quand on dit l'intimidation, on pense à l'école secondaire, les bousculades. Mais il faut savoir que dans nos résidences et dans certains lieux, l'intimidation existe jusque chez nos aînés. Souvent, on pense que la maltraitance, ce n'est que les coups que nos gens reçoivent, mais vous avez tout à fait raison de me dire que non, parce que nécessairement, l'intimidation fait partie de la maltraitance. Oui. Et quelquefois, peut-être par honte, peut-être par gêne, peut-être parce qu'on ne veut pas déranger, nos personnes aînées ne vont pas chercher l'aide qu'ils ont besoin. Alors, au niveau du forum, un suivi est fait par rapport à l'intimidation. Et dans cette volonté-là, nous sommes en ce moment en train de regarder l'étude pour un projet de loi. OK. Je vous dirais que on hésite entre le titre parce que plusieurs regroupements de personnes aînées nous ont sensibilisés au fait que quand on dit maltraitance, on associe les personnes aînées à des gestes de maltraitance. Donc, ils nous ont beaucoup parlé. Ils nous ont dit peut-être que ça serait intéressant d'appeler ça une politique sur la bientraitance. Est-ce qu'on peut le regarder de façon positive plutôt que négative? Donc, de ce fait, depuis quelque temps, on se penche sur la possibilité de déposer un projet de loi qui est en suivi d'un projet de loi que Mme Blais avait fait il y a de ça quelques années, mais c'est vraiment en suivi de ce que la personne que nous, on appelle Marguerite, je pense que tout le monde l'appelle comme ça encore, Mme Blais. Elle a tellement fait beaucoup de bien. Tout à fait. D'ailleurs, qui était la première ministre responsable des aînés, qui a ouvert des portes pour tous les autres ministres à devenir, qui s'occupent de ce dossier, mais qui fait en sorte qu'on va se pencher avec beaucoup d'attention sur ce principe-là qui est la bientraitance ou la maltraitance qui se passe chez nos aînés. Et beaucoup d'intervenants qui étaient en place au forum nous ont sensibilisés face à ça. Donc ça, c'était une des premières mesures face aux engagements du gouvernement de M. Couillard qui a été mise en place. Par la suite, on a parlé beaucoup d'interventions au niveau des revenus de nos aînés, puisque, vous le savez, le revenu des aînés, puis vous êtes un des premiers intervenants à avoir des appels par rapport aux revenus, à se pencher sur cette problématique-là. Donc, on avait parlé de la possibilité de mettre en place un arrangement. Je vais le dire comme ça parce que c'est pas tout à fait attaché entre les banques et les personnes aînées pour qu'une personne aînée qui décide d'habiter chez elle jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'elle ait le goût de changer d'endroit, elle puisse avoir un aménagement pour les taxes scolaires et les taxes municipales, puisque c'est un compte qui revient année après année. Donc, comment on peut faire pour aménager ça de façon plus simple pour nos personnes aînées qui choisissent de rester à la maison? Donc, ce sont des mesures qu'on cherche à mettre en place, mais pour ça, ça prend un partenaire financier important qui sont les institutions bancaires, que ce soit la Caisse populaire ou les banques. Donc, on est en train de travailler ce projet-là pour s'assurer qu'on puisse faire un suivi rapidement auprès de nos aînés. Donc, ce sont des gestes comme ça qu'on essaie de mettre en place pour s'assurer le suivi auprès de nos aînés. Il y a des engagements monétaires qui ont été faits. Il y a 15 millions sur 5 ans qui ont été engagés par le gouvernement pour faire des suivis auprès de nos personnes aînées, mais aussi auprès de nos organismes pour s'assurer que les services sont là pour les aînés dans leur résidence. Souvent, nous, on remarque, parce qu'on fait beaucoup de sensibilisation au niveau des aînés dans des résidences, et puis souvent, on se rend compte que beaucoup de gens ne savent pas qu'ils sont victimes d'abus. Alors, je pense que c'est très important, puis ça, c'est notre travail, de sensibiliser beaucoup les gens à ça. Parce qu'il y a beaucoup, des fois, c'est de l'abus. Ça peut être, en tout cas, il y a toutes sortes d'abus. Des fois, c'est de l'abus de pouvoir. Il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte qui fait partie de toute l'intimidation et tout ça. Puis, souvent, quand on part, puis c'est fini, les gens ils vont venir nous voir puis ils vont dire « Ah, savez-vous quoi, madame, je ne savais pas que j'étais victime de ça. » Là, ils ont probablement la honte, oui, comme vous dites, vous avez raison, parce que souvent, ce sont leurs propres enfants qui sont victimes de ça. Et puis, c'est sûr que c'est pas toujours évident de dénoncer, mais ça fait partie de la réalité. Puis c'est notre mandat, nous, en tant qu'organisme qui est financé par vos fonds, d'informer nos gens que, malheureusement, c'est triste de voir que les gens, souvent, ils pleurent puis qu'ils disent, bien, tu sais, je peux pas croire que ma fille me fait ça, mais
c'est difficile à comprendre, mais malheureusement, ça fait partie de la réalité de la vie. Puis, Je vous dirais, c'est souvent une personne de confiance, ouais, une toujours. personne qui donne des soins, une personne qui est un voisin tout Exactement. proche, un enfant, Ouais. la fraternité, hein, les frères, les sœurs, des fois, on ne sait jamais qui oui. peut avoir. Et je vous dirais, à la limite, quelquefois, les gens ne se rendent pas compte de la pression qu'ils mettent sur la personne aînée. Non. Et de ce fait, la personne qui fait l'abus s'en rend pas compte Non. et la personne qui est abusée s'en rend pas compte non plus. Et au moment où le déclic se fait, c'est là que la honte un peu s'installe. Oui. Et demander de l'aide, vous le savez, à tous les jours, vous recevez des appels. Oui. Pouvoir faire ce pas-là de plus pour aller chercher un appui ou de l'aide, c'est jamais tout à fait ça. Non, exactement. Il y a un autre sujet qui est beaucoup d'actualité qu'on a entendu parler récemment, c'était les fameuses caméras dans les CHSLD. Ça a touché beaucoup de monde. Hein? Je pense qu'on a tous vu le reportage qui était très, très difficile à regarder, mais ça aussi, c'est une autre réalité de la vie. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se faire à ce niveau-là? En avez-vous discuté? On est obligé de s'arrêter puis d'en parler. Oui. Parce que... rappelons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, un ordinateur, ça venait avec un gros clavier, une grosse écran, puis on aménageait un bureau pour ça. Maintenant, filmer ou enregistrer, comme on aime bien dire, ça se passe par une simple tablette, un simple téléphone cellulaire dans lequel j'applique quelque chose et tout à coup, un employé peut être filmé, un endroit peut être filmé, une personne peut être espionnée. Mais nos personnes aînées, quand ils sont dans un CHSLD ou qu'ils sont dans une résidence privée, c'est leur habitat, c'est chez eux. Oui, exactement. Donc, exactement. on doit nécessairement réfléchir à l'utilisation des appareils, mais en même temps, il faut se demander jusqu'où on peut interdire l'application de cet appareil. Oui. Donc, ce qu'on a fait, nous, de notre côté, c'est qu'on a donné le mandat, puis là, je baisse mes yeux un peu pour vraiment trouver le titre exact. On a donné le mandat au Comité national d'éthique sur le vieillissement. OK. De regarder ça en profondeur. Pourquoi? Parce que le regard qu'ils vont porter va être plus loin que juste l'aspect légiste. Ils vont regarder le milieu de vie. Ils vont regarder l'aspect syndical entre les employés et le résident, entre les gens qui viennent faire visite. Comment on peut faire pour trouver un juste milieu et faire en sorte que l'apport des médias, l'apport de cette nouvelle technologie-là, ne vient pas bousculer les uns ou offenser les autres. Exact. Donc, quand l'étude va être remise, on va en prendre une attention particulière et voir comment on peut faire une application juste des appareils à l'intérieur de nos résidences. Est-ce que vous avez... ça va durer un certain temps, cette étude-là? Est-ce qu'ils ont déjà commencé? Ils ont déjà reçu le mandat. Ils ont jusqu'en juin pour nous remettre une réponse très concrète avec un rapport très concis qui va faire en sorte ça va nous aider à prendre des meilleures décisions. Et puisqu'on se l'est dit un peu plus tôt, ça ne passe pas que par le ministère des Aînés, ça va aussi passer par le ministère de la Santé et des Services sociaux et celui de la Justice aussi. Parce qu'il faut nécessairement voir à l'application des règles. Et par la bande, il y aura une consultation faite au ministère du Travail, puisqu'on a là des travailleurs syndiqués qui sont dans un milieu de travail pour eux, mais dans la résidence privée pour d'autres. Donc, il y a des engagements qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Il y a une chose qu'on est sûr, c'est que ce qu'on a vu, il ne faut plus que ça se reproduise, ces choses-là, puis c'est pas acceptable. Les gens n'ont vu que l'utilisation négative. Oui, c'est ça. Hein? Mais on a entendu des personnes aînées qui nous ont dit, ben moi, ma fille est en Alberta. La seule façon que je peux avoir une communication avec elle, c'est avec ma tablette, parce que je fais ce qu'on appelle du FaceTime. Et là, je peux voir ma fille, puis elle me voit. Mais pendant que la dame ou l'homme fait ça, bien, il y a un environnement qui est filmé. Donc, il faut se poser la question à savoir, la personne peut-elle l'utiliser, comment ça s'utilise et pour quelles raisons ça s'utilise. Exactement, ça démontre. Alors, est-ce qu'il y a un projet que, durant la prochaine année, qui vous tient à cœur, que vous souhaitiez réaliser? Bien, il y a nécessairement la politique sur la bientraitance des aînés. Je pense qu'il faut vraiment s'attarder à ce principe-là, puisque c'est un questionnement qu'on se pose partout. Qui fait quoi? Comment on le fait? Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce que le gouvernement soutient de la bonne façon nos personnes aînées? Est-ce que les résidences sont adéquates un peu partout? Sont-elles en milieu sain et sécuritaire? On se rappellera malheureusement l'événement de l'île verte qui fait en sorte qu'on a des aînés qui ont perdu leur vie parce que, pour toutes sortes de raisons, on ne gérait pas dans le rapport qui a été déposé, mais pour toutes sortes de raisons. Donc, la volonté du ministère, c'est de vraiment faire en sorte que chaque résidence, chaque endroit
où que j'habite. Hein? À partir du moment où on a déterminé que je suis un aîné, parce que c'est, comme je vous disais plus tôt, des fois, à 72 ans, sur un plancher de danse, ils m'épuisent plus vite que je m'épuise Ils sont très en forme, nos aînés. Donc, ils sont très en forme, nos aînés. Mais au moment où je deviens un aîné vulnérable, je me dois d'avoir un lieu sain et sécuritaire où je peux finir mes jours avec plaisir. Exact. Et quand on dit ça, bien, il faut se rappeler que si on met trop de pression sur nos petites résidences dans les villages, parce que Laval, c'est une grande ville, en même temps, je vous dirais à la blague, c'est un petit village. Mais Laval, c'est une grande ville. Mais dans d'autres endroits au Québec, dans des petits villages où les gens ne veulent pas sortir de leur village, mais veulent rester proches de leur famille, et là, il y a des petites résidences qui découlent de ça. Bien, il faut s'assurer qu'on ne met pas trop de pression sur eux non plus pour que nos gens puissent rester chez eux. Exactement. Un coup qu'on a dit ça, il faut faire une politique qui leur ressemble, mais qui peut s'appliquer à l'ensemble du Québec. Exactement. Alors, pour terminer, quel message vous aimeriez envoyer à nos fameux aînés à Laval? Bien, je vous dirais, il faut savoir que chaque bureau de député à Laval est au service de sa communauté. Donc, quel que soit mon âge, quel que soit mon besoin, je peux communiquer avec mon bureau de comté. Il y a nécessairement d'IRA Laval qui rend un service exceptionnel et qui fait en sorte que je peux retrouver des services, sinon être guidée vers le bon service. Exactement. Et si je peux me permettre de prendre un numéro de téléphone, un seul, je vous dirais le plus important pour moi, c'est celui de mon bureau de comté. Oui. Et si jamais quelqu'un a besoin, dans le comté de Mille-Îles, d'un service ou d'être guidé de la bonne façon, il peut faire le 450-661-3595. Parfait. Et il y aura des gens là pour les guider de la bonne façon au bon service. Et qui sait, peut-être que ça sera réciproque. Les gens vont appeler chez nous pour, après ça, appeler chez vous et avoir le meilleur service. L'important, c'est qu'on dirige les personnes au bon endroit. Si on fait ça, on atteint nos objectifs. Alors ça, c'est parfait. Tout à fait. Alors, écoutez, on arrive à la fin. Moi, je voulais juste vous dire personnellement que j'ai eu vraiment l'opportunité de vous voir partout cette année. Oui. À tous les fois qu'on vous demande, vous êtes toujours disponible. Moi, je trouve ça incroyable parce que je sais que vous êtes une femme très occupée. Vous avez un beau côté humain que j'ai vu dès que je vous ai rencontré. Puis, je pense que ça, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est quelque chose que vous avez dans vous. Puis pour moi, là, je trouve ça extraordinaire que vous êtes si dévoués pour nos aînés, tout le reste de vos titres, là, que je ne vous dirai pas, là. Mais je trouve ça extraordinaire. Puis je vous en remercie au nom de nos aînés d'être là et de nous supporter ça me durant fait toute cette année. plaisir. Ça me fait plaisir. C'est un travail qui est facile parce qu'on travaille pour le bon monde. Puis en plus, à Laval, ils sont encore meilleurs qu'ailleurs. On le sait, ça. On le sait. Alors, Mme Charbonneau, merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de vous déplacer pour nous. Et puis moi, je voudrais vous inviter la semaine prochaine. Et pour plus d'informations, vous pouvez contacter le numéro qui déroule au bas de l'écran. Alors, merci beaucoup et à la semaine prochaine.